Bienvenue sur Ambition Publique, le podcast sur les fonctionnaires et les concours publics. Cet épisode est consacré au concours de l'Institut national des études territoriales, le concours pour devenir administrateur territorial, où Ève Albergel et Jean-Thomas Heldin, administrateurs territoriaux lauréats du concours en 2022, nous donnent les meilleurs conseils pour réussir ce concours. Cet épisode est divisé en 3 parties. On revient d'abord sur ce qu'est le métier d'administrateur territorial et sur la formation à l'Institut national des études territoriales, avant de revenir d'une part sur les épreuves écrites et d'autre part sur les épreuves orales. Avant de laisser place à la discussion, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Bonne écoute. Bonjour Ève, bonjour Jean-Thomas. Bonjour David. Bonjour David. Merci d'être venu jusqu'à Paris, d'avoir quitté Strasbourg, votre formation, pour venir sur ce petit temps expliquer l'Institut national des études territoriales, l'INET, ce fameux concours administrateur territorial. Je vais vous demander de vous présenter rapidement. Ève, je t'en prie. Alors bonjour, Ève Albergel, je suis lauréate du concours externe, le concours 2022. Pour présenter un petit peu mon parcours, je suis diplômée de Sciences Po Paris avec une année d'échange en Australie à Melbourne. J'ai un peu, on va dire, un profil semi-classique, qu'on pourrait dire. D'un côté, j'ai fait des expériences, des stages longs en administration d'État, donc en ambassade aux îles Fidji et auprès du préfet de la Martinique, mais aussi un profil tourné recherche, puisque j'ai fait un stage à l'Institut de recherche pour le développement, ainsi qu'une école d'été sur la biologie, et enfin un projet de recherche sur le spatial. Et avant de préparer les concours, j'avais pas de profil particulier, tant sur le droit que les finances publiques, donc c'est possible, même en ayant un profil pas tout à fait typique. Très bien. Et toi, Jean-Thomas ? Bonjour, donc moi je m'appelle Jean-Thomas Heldin, je suis élève du administrateur territorial issu du concours interne, également en 2022, donc je suis dans la même promotion que Ève. Et moi je viens de l'État où j'ai la particularité d'avoir passé plusieurs concours à la suite, et j'étais donc précédemment attaché d'administration au ministère des Finances sur un poste d'acheteur public. Très bien. Et si on veut en savoir un petit peu plus, bien sûr, on peut aller découvrir l'épisode 7, puisque on a abordé vraiment tout ton parcours personnel, tes missions, et bien sûr aussi les conseils, de manière plus générale. Mais là, on va se concentrer sur l'INET. Vous avez passé le concours de l'INET, vous l'avez eu tous du premier coup ? Oui, c'était la première fois que je le passais. Alors moi non, je l'avais passé une première fois avant mon année de préparation pour le découvrir et pour savoir à quoi ressemblaient ces épreuves pour de vrai. Et après, tu l'as eu l'année suivante à Oui, l'IJP2 ? Absolument. C'est quoi le meilleur souvenir que vous avez eu quand vous avez préparé ce concours ? Alors, je résiste à la tentation de dire quand ça s'est terminé. Mon meilleur souvenir, c'est ma semaine d'observation à la ville de Rueil-Malmaison, qui est ma commune. Quand j'ai préparé les concours et que je me suis aperçue vraiment que l'INET, c'était ce que je voulais le plus, j'ai pris le temps de faire 1 semaine, 2 semaines d'observation auprès de ma commune, ce que je conseille vivement aux personnes qui ont un peu changé de parcours, qui ont un peu commencé dans l'État et qui finalement se dirigent vers l'INET, de faire ce stage d'observation, et les communes sont généralement très accessibles. Et toi, Jean-Thomas ? Je partage complètement ce que Ève vient de dire. C'est vrai que le réseau, même des administrateurs territoriaux, est très très ouvert. Et moi aussi, j'ai pu les solliciter. Ils ont vraiment beaucoup répondu. Je pense que mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai vu mon nom sur la liste des admissibles, parce que ça m'a vraiment donné un boost. Je me suis remotivé d'un coup. Je me suis dit qu'en fait, j'étais légitime à vouloir ce concours. J'avais passé la première partie des épreuves et que maintenant, il fallait que je donne tout, parce que dans un mois, je passais vraiment les oraux et que je voulais surtout pas gâcher cette chance. Donc vraiment, ça m'a mobilisé. C'était vraiment une sensation très positive, très agréable à me rappeler. Très bien, mais rassure-moi, c'est pas à ce moment-là que tu as découvert ce qu'était le métier d'administrateur territorial. Ça fait le lien avec ma question. Qu'est-ce qu'un administrateur territorial ? Vous le saviez, je pense, avant de préparer les concours. Vous le savez encore plus maintenant que vous êtes dans l'école. Est-ce que vous pouvez me définir un petit peu ce qu'est cet objet, cette personne, ce statut ? Non, je te rassure, je n'ai pas découvert le métier d'administrateur territorial à ce moment-là. C'était vraiment sur la remobilisation. Alors, pour moi, un administrateur territorial, c'est avant tout un cadre dirigeant d'une collectivité territoriale. Donc, c'est un cadre qui a vocation à exercer des métiers de responsabilité, soit des missions d'expertise à très haut niveau en tant que chargé de mission auprès d'un directeur général des services, d'un DGS, dans une grosse collectivité, donc qui peut se permettre d'avoir un administrateur ou une administratrice comme chargé de mission, soit après sur tous les emplois de direction et les emplois de direction générale. Tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Thomas. Je pense peut-être, pour donner un aspect un peu plus opérationnel de ce que c'est pour moi être une administratrice territoriale, sans survaloriser la différence qu'il peut y avoir avec d'autres fonctions publiques, notamment l'État, puisque
C'est aussi des postes à responsabilité avec une dimension très stratégique. La différence majeure pour moi en tant qu'administratrice, c'est d'avoir les leviers à la disposition des politiques publiques. Quand on est dans une collectivité, on dispose de ses ressources humaines, de son budget, de son cadre juridique et d'une grande liberté d'innovation. Et c'est à mon sens la différence majeure de ce cadre d'emploi par rapport à d'autres cadres d'emploi A+. Est-ce que c'est pour cette raison-là que tu as voulu en particulier ce concours de l'INET ? Parce que souvent, que ce soit en externe ou en interne, il y a aussi un peu ce tropisme de se tourner vers l'État en priorité. Vous deux qui êtes à l'INET, qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous a tenu en motivation tout au long de votre année de préparation pour réussir ce concours d'administrateur territorial ? La grande liberté qui est donnée aux administrateurs et administratrices territoriaux, c'est vraiment ce qui a été mon boost, ce qui m'a fait, j'ai pas peur des mots, tomber amoureuse de la fonction publique territoriale. C'est vraiment la sensation que j'ai eue quand j'ai fait ce stage. Je me suis dit, en fait, c'est là que je dois être. Et je l'ai vraiment ressenti comme tel. J'aurais été très embêtée d'avoir l'INSP parce que ça aurait été un choix très difficile, où j'ai vraiment senti ma vocation dans ce milieu, à la fois sur le côté liberté d'action, mais aussi liberté d'opinion, où c'est plus facile d'être politisé, d'avoir une proximité avec son élu et de partager un projet et une idéologie commune, ce qui pour moi est fondamental dans mon engagement pour l'intérêt général. Et moi, ce qui m'a attiré dans ce concours, c'est premièrement le fait qu'il y a une répartition sur tout le territoire national d'emplois de direction et d'emplois d'administrateurs, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres fonctions publiques, notamment celle de l'État dont je venais. Et ensuite, l'importance des enjeux, à la fois RH ou budgétaires notamment, que l'on a au quotidien en tant qu'administrateur territorial, où on peut encadrer des énormes équipes, vraiment des beaucoup plus grosses équipes qu'à l'État à année après concours équivalente. Et également, comme disait Ève, le fait qu'on dispose des moyens en interne. Donc en fait, on est plus libre, à mon avis, à partir du moment où on a une cohérence avec l'élu, mais je pense qu'on y reviendra. On est vraiment beaucoup plus libre dans la détermination du cadre et dans la manière d'arriver à l'objectif qui nous est attribué. Effectivement, c'est une approche vraiment bien particulière qu'on va retrouver, je pense, quand on va évoquer les épreuves écrites et les épreuves orales. Mais on parle de l'INET. Est-ce qu'on peut aussi évoquer donc où est cette école ? Je vous ai dit Strasbourg un petit peu en introduction, mais je vous laisse bien sûr parler de votre école, comment ça se passe ces 2 ans de formation. En effet, l'INET est à Strasbourg. Nous avons 18 mois de formation. Le calendrier actuel débute le 1er février et finit le 31 juillet de l'année d'après, donc. Sur ces 18 mois, il y a 9 mois de formation à Strasbourg, donc d'apport théorique, et dont 1 mois en commun avec l'INSP. Et il y a 9 mois de stage divisés en 5 stages. Et parmi les stages, on a un premier stage qui est un stage d'observation auprès d'un directeur ou d'une directrice générale des services, qui peut être à différentes strates, donc par exemple communale, intercommunalité, co-département et région. Et après, on a un stage thématique, donc un stage où on a une mission bien particulière. Donc, à titre d'exemple, je l'ai effectué à Annonay en Ardèche sur l'évaluation environnementale et sociale des investissements. Et après, on a le fameux, le stage maître de l'INET, c'est-à-dire le projet collectif, qui est un peu l'équivalent d'une mission presque de conseil auprès d'une collectivité où on est mélangé avec les autres filières de l'INET. Et je laisserai Jean-Thomas détailler cette spécificité de l'INET. Et enfin, on a un stage d'ouverture. C'est partout, sauf en collectivité, ce qui nous permet de découvrir autre chose. Est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que ça existe ? Tout est relié aux collectivités, merci David. Les collectivités, le centre du monde, mais quand même. Donc, ce qui nous permet de découvrir un autre milieu et ce qui est aussi preuve de l'ouverture que nous apporte cette formation. Et enfin, un stage de professionnalisation qui peut parfois être une pré-embauche presque avant une prise de poste. C'est quoi donc ce fameux stage maître ? Comment ça se passe un petit peu ? Ça peut donner quand même vraiment envie à nos auditeurs de passer ce concours encore plus sur ce stage-là ? C'est vrai que ce stage est un vrai enjeu d'actualité encore pour nous avec Ève, parce que donc, tout le mois de septembre est tourné vers à la fois l'affectation dans ce stage et la préparation de ce stage qui, pour nous, se déroulera de mi-octobre jusqu'à fin décembre. Et comme le disait Ève, c'est un stage en interfilière, c'est-à-dire que nous sommes donc la promotion des élèves administrateurs et administratrices territoriaux, il y a aussi la promotion des élèves ingénieurs en chef et des conservateurs des bibliothèques. Il y a environ 70 collectivités qui proposent un stage. C'est une vraie mission, je le précise, mais c'est vraiment quelque chose attendu par les collectivités qui mettent beaucoup de temps dans la préparation de ces fiches de stage. Et nous nous positionnons en équipe de 4 sur ces stages, sachant qu'on doit respecter plusieurs critères de parité et de mixité, et donc notamment cette interfilière.
Et aussi on doit mixer interne et externe pour avoir vraiment des visions très complémentaires. Et donc on sera en collectivité pendant 3 mois sur une mission importante et à la fin on devra produire un rapport. Et comme l'a dit Eve, c'est vraiment, ça peut s'entendre comme un stage de conseil où on rentre vraiment à fond dans une politique publique et on doit en tirer quelque chose, on doit proposer des éléments très opérationnels, des vrais éléments dont la collectivité pourra servir pour améliorer la situation. Et par exemple, un exemple de stage de collectif qui a été proposé, tu sais qu'il y a 2 villes en Île-de-France qui fusionnent, qui vont devenir une ville nouvelle, et il y a une des équipes de ce PECO qui justement va travailler sur l'accompagnement de ces 2 communes qui fusionnent, et donc tu vois, c'est un enjeu vraiment, vraiment majeur. Tu penses à quelle commune? C'est intéressant peut-être pour nos auditeurs parisiens. Oui, c'est Saint-Denis et Pierrefitte. Très bien, ok. Pour ajouter peut-être un petit élément qui est intéressant, c'est la grande diversité des missions. Par exemple, je vais travailler sur l'intelligence artificielle à Montreuil, mais d'autres peuvent parler, comme tu l'as dit, de fusion, mais aussi de ressources humaines ou encore de finances publiques. C'est un autre point qui est important sur la formation à l'INET, c'est de nous encourager à avoir des expériences très diversifiées et sur des thématiques très diversifiées, tant sur des fonctions plutôt support que sur des fonctions plutôt métiers. Très bien, donc diversité des missions. Est-ce qu'on peut arriver avec des envies, toi visiblement c'est plutôt la transition écologique, est-ce qu'on peut arriver vraiment avec toutes sortes d'envies et donc on trouvera son bonheur dans cette formation à l'INET? Alors trouver son bonheur c'est peut-être un peu ambitieux, mais en tout cas on trouvera du plaisir. Tu parles de transition écologique et en effet moi je suis référente du groupe thématique environnement. À l'INET, on a la particularité d'avoir des groupes qui permettent d'explorer différents sujets. C'est très varié. On a un groupe queer et allié, un groupe innovation publique, un groupe transition environnementale, ce qui permet aussi de se saisir de la scolarité et d'apporter des éléments nouveaux, parfois en co-construction avec l'administration, même des conférences qui s'insèrent dans le programme pédagogique et qui permet aussi d'explorer des champs qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire en stage ou d'autre part juste des intérêts personnels. Vous avez vraiment la main, ça veut dire que quand vous rentrez à l'INET, vous vous réunissez tous ensemble, il y a une sorte de bureau des étudiants, un petit peu bureau des administrateurs, et après derrière des sous-groupes où il y en a qui ont un intérêt, ça peut être pour le sport par exemple, je sais pas, et qui vont, il y a un groupe sport super, qui vont voilà, à 4-5 explorer à la fois les thématiques. Est-ce que c'est unique l'INET par rapport aux autres écoles? Unique, je sais pas, mais en tout cas, nous, c'est vraiment développé, où on a, je crois, 13 ou 14 groupes thématiques dans notre promotion. On a aussi des études en plus qui sont complètement optionnelles, mais on peut s'en saisir pour développer un champ d'expertise sur un sujet. Je pense que la spécificité vient du fait que nous devons chercher un poste après la scolarité. Il n'y a pas de classement et de liste de postes, et donc ça permet de colorer notre parcours, notre formation, pour aller vers un domaine qui nous intéresse à la suite. Pas de classement de sortie, c'est un peu une donnée quand même assez importante, donc je suppose que cette fin de scolarité est moins stressante à certains égards. Est-ce que aussi, tu parlais de Jean-Thomas de temporalité un peu différente, 18 mois, mais 9 mois à Strasbourg, puis après en stage. Comment on fait en termes d'équilibre vie pro, vie perso? C'est vrai que c'est un sujet, c'est un enjeu, notamment pour tous ceux qui ont des attaches familiales dans une zone. L'INET est particulièrement accompagnant sur cette question. On est accompagné par des membres de l'école pour déterminer nos contraintes géographiques, etc. Et ils ouvrent le plus possible des stages dans les zones où on est. Ils sont vraiment très accompagnants. Et après, moi, je pense qu'il faut vraiment voir cette scolarité où on est éloigné de nos familles en étant 9 mois à Strasbourg comme étant aussi un moyen de vivre un collectif de travail vraiment agréable. Parce que je pense que le concours à l'INET sélectionne des gens qui arrivent à travailler ensemble. Et donc, on arrive à avoir 9 mois vraiment agréables ensemble, où il y a beaucoup de projets qui émergent parce qu'on sait travailler ensemble. Un temps un petit peu unique, quoi. Une pause professionnelle, tout en étant un enrichissement professionnel. Absolument, d'accord. oui. Très bien, donc après avoir décortiqué dans le détail cette formation à l'Institut national des études territoriales, on va pouvoir basculer tranquillement sur les épreuves écrites et orales. Parti sur les épreuves écrites et sur les épreuves orales, mais avant d'aborder épreuve par épreuve, j'ai envie qu'on revienne vraiment sur la particularité de ce concours par rapport à l'Institut national du service public, par rapport à directeur d'hôpital. Comment on doit aborder ce concours? Pour aborder ce concours, à mon sens, il faut vraiment se rappeler de
où est-ce qu'on veut aller. C'est-à-dire qu'on ne passe jamais un concours pour entrer dans une école, mais bien pour le cadre d'emploi qu'on veut incarner. En l'occurrence, c'est la territoriale. La spécificité de ce concours, c'est que le contexte territorial, de manière assez logique, irrigue toutes les épreuves, y compris les épreuves orales ou y compris l'anglais par exemple. Il est très important à mon sens que les préparationnaires, ce qu'on a dû faire avec Jean-Thomas aussi, nourrissent leur copie d'exemples propres à la collectivité avec, et ça rejoint peut-être la spécificité de l'administrateur territorial qu'on a pu évoquer, cette question des leviers, où c'est souvent une question sur laquelle on sera interrogé. Quels sont les leviers concrets qui sont à notre disposition pour pouvoir effectuer ces politiques publiques? Ces deux aspects-là, la territorialisation et les leviers, à mon sens, c'est vraiment ce qui doit irriguer les copies et les épreuves orales. Donc par exemple sur une disserte de droit, l'égalité dans le service public, très vite on va pouvoir aller dans je sais pas, le 2A un peu limite, risque, parler peut-être d'exemples très concrets, voire même parler de stages et de dossiers qu'on a pu avoir, de manière fine bien sûr, mais en tout cas ça comptera plus que de citer un arrêt ou un rapport de telle institution. Et bien sûr dans le 2B d'avoir des leviers aussi concrets. Tout à fait. Je pense que tout au long de la copie, il est important d'avoir des exemples territorialisés. Ça ne veut pas dire qu'on parle que de collectivité, mais par exemple, à mon sens, sur toutes les fiches que l'on peut faire, que ce soit en économie, en droit, même en culture générale, de prendre le temps d'avoir des exemples qui sont propres à des collectivités un peu précis. Par ailleurs, je te rejoins tout à fait. Il me semble plus simple dans une copie, en tout cas à l'INET, d'avoir des exemples plus personnels. On a vu des meilleures copies qui citent des comptes Instagram en culture générale, donc c'est possible, bien sûr, avec finesse et pas à outrance, mais c'est en effet quelque chose qui peut être valorisé tant que c'est concret et que c'est bien amené. Je rajouterais qu'en interne, cette question est d'autant plus importante qu'on attend de nous vraiment de savoir c'est quoi être cadre dans une collectivité territoriale. Donc il est vraiment important d'avoir des exemples précis. Mais pourtant, toi, qui as plutôt un profil État, comment tu as fait justement pour aborder cette culture territoriale où peut-être on peut encore plus t'attendre au-dessus en tant qu'interne, en tant que profil interne, et donc les profils internes qui viennent, qui sont attachés territoriaux, ils ont peut-être déjà une longueur d'avance. Comment tu as fait pour rattraper ce petit décalage? J'avais travaillé sur plusieurs axes en même temps. Premièrement, les acteurs, pour vraiment identifier tous les acteurs dans une collectivité territoriale qui ne sont pas les mêmes qu'à l'État. Le nom des acteurs, le nom des instances, je pense là sur des questions plus RH, le nom des instances syndicales par exemple, les calendriers budgétaires, enfin vraiment avoir une culture territoriale sur donc, les acteurs, les calendriers, les noms, les acronymes, etc. Et après, je suis allé lire beaucoup d'articles de la Gazette des Communes notamment, ou de Localtis, qui fait une newsletter quotidienne et hebdomadaire, qui donne des exemples de collectivités. Et donc j'ai retenu Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a fait ça, etc. D'accord, une sorte de veille en fait. Mais d'exemple en fait. Ouais, une veille d'exemple, mais ne pas prendre tout non plus. Non, bien sûr. Juste à chaque fois irriguer un exemple sur tel truc et puis on... Quand on a passé le concours avec Eve, la question prégnante en RH, c'était le passage aux 1607 heures. Et donc là, évidemment, j'avais des exemples de collectivités qui l'avaient déjà mis en œuvre, des collectivités qui montraient les limites, etc., ou voilà, qui pouvaient être dans le débat, et je savais quelle collectivité était dans ce débat. Comme ça, je pouvais citer, et ça, c'était un point commun et un point d'accroche avec le jury, qui lui connaissait ces collectivités aussi. Et de toute manière, c'est aussi une sorte de préparation pour les épreuves orales, où là... je suppose, il faut à chaque fois aussi colorer et montrer, bien sûr, aux membres du jury que l'on a une culture territoriale, qu'on fait limite partie de la maison, qu'on partage les mêmes références. Je rejoins tout à fait Jean-Thomas, et peut-être pour donner un peu plus de matière sur comment trouver ces fameuses ressources territoriales qui, il est vrai, parfois peuvent être un petit peu compliquées à trouver. Déjà, premièrement, échanger avec des administrateurs qui sont souvent très disponibles. Il suffit d'envoyer un message sur LinkedIn, suivre des administrateurs et administratrices qui vont partager des articles, notamment des articles de leur propre collectivité, qui permettra d'avoir une vision très concrète de ce qui est fait au sein des collectivités, mais aussi suivre les assos des élus et des assos des collectivités qui font des études, comme nous on peut le faire par exemple à l'INET, et qui permet d'aborder en profondeur certains sujets. De même, les études peuvent être retrouvées, donc les études qui sont faites par les étudiants et les élèves de l'INET, peuvent être retrouvés sur le site de l'INET, qui permet souvent d'avoir un benchmark
phénoménal et comparé même à l'international, ce qui permet d'avoir des exemples concrets et surtout opérationnels pour une copie. Très bien pour les groupes thématiques, on l'a évoqué juste avant et ça fait le lien. Ça ne s'adresse pas qu'à un entre-soi administrateurs territoriaux, seulement les élèves de l'INET. Est-ce que vous avez d'autres ressources que vous faites à destination des préparationnaires ? Je suppose que ça existait puisque vous avez l'air déjà être assez actif sur des projets perso à côté pour compléter et enrichir cette culture. Est-ce que vous avez des billes à donner à nos préparationnaires qui nous écoutent ? Notre promotion rédige tous les mois une lettre à destination des préparationnaires qui s'appelle la lettre Auclair, comme notre promotion s'appelle Hubertine Auclair. Donc AUCLERT pour Auclair. Et donc on publie ça sur LinkedIn et aussi sur le blog des administrateurs territoriaux. Donc vraiment, on conseille à tous les préparationnaires de la lire, où chaque groupe thématique fait une veille sur les sujets thématiques suivis pour vous aider à être au courant des dernières réformes et des derniers exemples territoriaux. En plus de cette lettre, il y a aussi des ressources qui sont encore plus dédiées aux préparationnaires, puisque sur le blog des élèves administrateurs et administratrices territoriaux, vous trouverez aussi la liste des questions qui ont pu être posées, notamment lors des oraux. Et on propose aussi des oraux blancs au moment de l'admissibilité. Jean-Thomas et moi, en cette période de septembre, sommes en train d'en faire passer. Bien sûr, je vous mettrai ces informations dans la description de l'épisode, comme ça vous n'aurez pas forcément à chercher, juste à cliquer. Et vous pourrez bien sûr vous informer à partir de ces ressources. Alors, maintenant sur les épreuves en elles-mêmes, les épreuves écrites, bien sûr on a toujours ces distinctions externes-internes, mais pour autant il y a quand même 5 thématiques qui reviennent, 5 épreuves, l'économie, le droit, la culture générale, une note de synthèse d'organisation et gestion des collectivités territoriales, et là vous y reviendrez de manière beaucoup plus précise parce que je ne suis pas du tout un expert là-dessus, et les finances publiques locales sont donc les 5 épreuves écrites. Qu'est-ce que vous pouvez me dire peut-être de manière plus précise vraiment sur ces 2 dernières épreuves que j'ai citées, la note de synthèse et les finances publiques locales ? Donc c'est la note de synthèse, qui est une note de synthèse en droit des collectivités, qui est sûrement l'épreuve qui fait le plus peur quand on est externe, puisqu'évidemment on a moins de ressources et par ailleurs on est souvent un peu moins bien préparé. Je dirais que pour moi il y a 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est la méthode de la note de synthèse. Je pense par exemple à un très bon ouvrage qui s'adresse plutôt à des préparationnaires pour l'actuel INSP, donc Institut National du Service Public, mais qui par ailleurs revient bien sur la méthodologie de la note de synthèse. C'est le livre de méthodologie de Ève Robert, qui permet vraiment de comprendre qu'est-ce qu'une note administrative, qu'on n'a pas eu l'opportunité d'en faire dans le passé. Et le deuxième point important, c'est d'avoir un cadre assez clair sur les compétences des collectivités et sur les leviers. Je conseille notamment le Vademecum des collectivités territoriales, qui est très précis sur le sujet. Et je rejoins Jean-Thomas, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne cartographie des acteurs, une bonne cartographie des leviers qui sont à notre disposition, des finalités, et par ailleurs, bien penser à l'aspect élu dans les collectivités, qui permet, même si on ne le cite pas forcément dans la note, si ça ne s'y prête pas, l'avoir en tête, ça permet de souvent mieux comprendre les sujets et de mieux comprendre pourquoi la question a été posée. Quand tu parles des leviers, tu parles par exemple des leviers RH, finance, juridique, mais aussi comment sur le terrain on peut mettre en place un changement pour des agents territoriaux ou pour des usagers ? Tout à fait, puisque ce qui caractérise la note de synthèse, c'est d'avoir à la fois un aspect état des lieux, un aspect analyse, mais surtout un aspect recommandation, où souvent ce qui est important, c'est de bien les structurer, à la fois en levier, donc comme tu as pu le souligner très justement, les ressources humaines, les finances, l'opérationnel, mais aussi en termes de temporalité. C'est important de montrer qu'on a conscience qu'on ne va pas réformer toute l'aide sociale à l'enfance en 2 jours. Ça montre qu'on a quand même une conscience des réalités de terrain. Par ailleurs, un autre aspect qui peut être intéressant à développer, c'est l'aspect managérial, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un accompagnement du changement, sans forcément passer une moitié de copie dessus, mais montrer que c'est quelque chose dont on a conscience. Ça peut, à mon sens, faire la différence sur une copie. Pour le concours interne, cette épreuve qui d'ailleurs s'appelle Valorisation de l'expérience professionnelle, mais qu'après on appelle ça, on l'appelle OGCT, Organisation et gestion des collectivités territoriales. C'est vrai que c'est une épreuve avec un dossier assez large où on a 4 heures. Il faut vraiment rentrer très rapidement dans le dossier, ne vraiment pas tout lire. Sélectionner la bonne information, c'est déjà une compétence évaluée. Et après, ce qui est vraiment important dans cette épreuve, c'est, comme je l'expliquais tout à l'heure, vraiment comprendre le positionnement dans lequel on est placé. L'année du concours que j'ai passé, on était directeur général adjoint des services. Donc c'est un autre positionnement que être directeur ou être DGS.
Il faut ensuite vraiment comprendre tout de suite les objectifs opérationnels attendus. On doit ensuite vraiment avoir une vision très opérationnelle et précise de la note. L'année du concours que j'ai passé, c'était une épreuve sur l'usure professionnelle, donc un domaine un peu RH. Il ne fallait surtout pas faire une note générale sur l'usure professionnelle des fonctionnaires. Là, c'était dans une commune, dans un service particulier. Il ne fallait parler que d'eux, en étant placé en tant que directeur général adjoint des services. Donc voilà, c'est vraiment garder ces points très précis en tête. C'est possible, même en venant de l'État, d'avoir ces éléments, on l'a expliqué tout à l'heure. Il faut vraiment toujours coller au sujet très fortement et jamais faire de digression générale. Et en termes de documents, comment on en tire les informations importantes? Est-ce qu'il y a une différence avec les autres notes, questions sociales par exemple, ou au directeur d'hôpital sur des thématiques bien spécifiques? La différence sur le dossier, c'est que par exemple à l'INSP, du moins l'année où je l'ai passé, ils sélectionnaient dans les articles les paragraphes qui étaient importants. Là, à l'INET, on a l'article en entier. Et je me souviens, l'année 2022, on avait l'année où j'ai passé le concours, on avait un article qui était le verbatim d'une conférence avec plusieurs personnes et il y avait également les présentations, les salutations, etc. Donc tu vois, il y avait tout l'article d'un coup et il fallait vraiment rentrer dedans. L'article de la Gazette des communes, ça peut être très utile, mais il faut vraiment sortir la donnée importante et vraiment pas tout lire. Par ailleurs, c'est une note qui est particulièrement importante puisque c'est l'épreuve la plus coefficientée. Elle est coefficient 5 et c'est aussi une des épreuves les plus courtes puisqu'elle dure 4 heures, la plus courte étant plutôt les finances publiques. Parfaite transition pour parler des finances publiques locales. Mais en même temps, on a vérifié, et donc l'appellation c'est plutôt finances publiques, mais avec vraiment des questions très tournées locales. En tout cas, les 2 ou 3 des 4 questions sont tournées sur le local. Comment elle se présente cette épreuve? Comment on peut la préparer? Alors, en effet, c'est bien une épreuve qui ne s'appelle pas finance locale, mais qui pourrait, puisque de nombreuses questions portent en effet sur les spécificités des finances locales, ce qui en fait une épreuve pas singulièrement facile à préparer, même si elle est que coefficient 2, ce qui permet peut-être de faire retomber un petit peu la tension sur cette épreuve, puisqu'on ne dispose pas de ressources dédiées sur les finances publiques locales. Pour l'État, je pense par exemple au blog FIPECO, que beaucoup de nos auditeurs et auditrices doivent déjà connaître, qui est tenu par François Ecal et qui permet d'avoir un panorama sur l'ensemble des finances publiques, dont une partie sur les finances publiques locales, qui est bien sûr très bien et que j'enjoins à lire. Généralement, pour trouver des ressources, on a parlé par exemple des associations des collectivités. Mon année, on est tombé sur le budget vert dans les collectivités territoriales. Et en effet, ça n'a pas manqué. Il y avait eu un rapport qui avait été fait par Intercommunalité France sur ce sujet-là. Donc, je vous invite par ailleurs à regarder l'actualité, puisque j'avais pu prédire 3 des 3 questions en finances publiques locales, ce qui est quand même assez simple quand on arrive devant la copie. Donc, je pense que c'est l'une des premières manières de faire. Deuxième manière de faire, c'est encore une fois s'adresser à des personnes qui sont dans le secteur, qui sont directeurs des finances en collectivité. Et enfin, quatrième manière de faire, c'est de cibler les rapports, en particulier la Cour des comptes, et ne pas hésiter à de temps en temps aller piocher dans des rapports qui sont des cours régionales des comptes, même si ça cible des collectivités en particulier, ça permet de voir quelles sont les difficultés de gestion et d'apporter des recommandations opérationnelles. Il y a aussi un point qui peut être différenciant avec d'autres concours, c'est que souvent, et bien souvent, à l'INET, sur l'épreuve de finances publiques, il n'y a pas de document. En 2022, en interne, il y avait 0 document pour les 3 questions. Donc, c'est pas du tout la même épreuve au final. Je me souviens du silence flottant quand ils ont distribué les sujets dans la salle. Et je sais que cette année, donc en 2023, il y a 1 ou 2 questions. Il y avait aussi aucun document, même pas un graphique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut ne pas du tout compter sur le dossier pour avoir des chiffres ou pour avoir même le moindre élément. De manière générale, dans les épreuves de l'INET, les dossiers sont souvent un peu plus énigmatiques, on va dire, que dans d'autres concours de la fonction publique. Il est vrai qu'on a pu déjà l'évoquer peut-être sur la note de synthèse. C'est souvent des documents qui ne sont pas forcément contextualisés ou avec des extraits qui ne sont pas forcément sélectionnés, ce qui fait qu'il ne faut pas perdre trop de temps sur les documents, quelle que soit l'épreuve. Ok, donc en remontant maintenant au 3e jour des épreuves, puisque 4e jour c'est la note de synthèse et 5e jour c'est les finances publiques, le 3e jour c'est la culture générale. Comment ça se présente, la culture générale, à ce concours-là?
Pour la culture générale, c'est une épreuve dont la spécificité est que le sujet est commun aux 3 concours, à la fois 3e concours, interne et externe, et qui, contrairement à d'autres concours de la fonction publique, dont celui de l'État, d'être plus ancré dans l'actualité. Par exemple, on a eu en 2017 « A-t-on encore besoin de féminisme ?», qui est une question qu'à mon sens, on trouvera difficilement dans le même ton et dans les mêmes mots dans une épreuve d'État, même si peut-être, avec tous les changements, vous le verrez peut-être. Et par ailleurs, on a un peu plus de flexibilité. Il y a une dichotomie moins forte entre la culture légitime et la culture qui peut être considérée comme moins légitime au sein d'un concours. Dans cette même épreuve sur le féminisme, on avait l'Instagram Page Tasnek qui était cité, ce qui, à mon sens, serait peut-être un peu plus difficile dans un concours d'État. Après, surprenez-nous. Et... Pardon. Et par ailleurs, c'est une épreuve, à mon sens, qu'il faut prendre avec un peu plus d'opinion personnelle au sein de l'INET. Moi, j'ai en tout cas eu la sensation d'avoir eu plus l'opportunité de développer mon point de vue personnel dans un concours qui est celui de l'INET que celui de l'INSP. Je n'ai pas passé pour directeur d'hôpital, mais j'ai eu la même sensation des retours des autres préparationnaires. Et sur le droit et l'économie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de ces épreuves à l'INET ? Sur le droit et l'économie, c'est des épreuves qui tendent à être plus similaires aux autres concours de la fonction publique A+. Je dirais juste 2 petites particularités. En économie, en termes d'orientation, c'est important d'insister sur ce que font les collectivités territoriales, notamment les régions en termes de planification économique, mais aussi de se tourner vers de l'économie sociale et solidaire, le point de vue libéral qui est souvent attendu dans d'autres concours et un peu moins prégnant à l'INET. Et sur le droit, c'est une épreuve qui reste classique où de nombreux arrêts sont bien évidemment attendus, mais il y a aussi la possibilité d'insister sur un aspect un peu plus opérationnel du droit. Je pense par exemple à notre sujet en externe sur la continuité des services publics dans les collectivités territoriales. C'est important de bien insister sur les implications opérationnelles du droit de grève et de comment y répondre dans cet enjeu de continuité. Le sujet, c'était la continuité en 2022 ? En 2022, c'était la continuité des services publics dans les collectivités territoriales. Ok, parce que en 2021, c'était l'égalité, donc il nous faut un petit peu tous les principes. Et là, ils nous ont fait la gestion patrimoniale des collectivités. Ah ouais, 2023, c'était chaud. Et en interne, comment ça se présente, ces 2 épreuves ? Ce qui est un peu différenciant sur ces épreuves en interne, c'est qu'il faut que le préparationnaire au concours interne se prépare à 2 méthodologies différentes. Premièrement, donc une note de synthèse académique où il y a eu un sujet qui est donné. Et par exemple, en éco en 2022, c'était quel avenir pour les contrats de Cahors. Donc c'était vraiment un sujet d'actualité. D'ailleurs un peu FIPU, mais c'est en épreuve d'économie. Et donc là, pas de positionnement administratif, pure note de synthèse et de proposition. Donc quand j'ai dit note de synthèse, évidemment, il ne faut pas synthétiser que le dossier, il faut aussi apporter des connaissances et des propositions. Mais voilà, c'est une épreuve académique. Et par contre, sachant que les contrats de Cahors sont le mécanisme de contractualisation des finances publiques mis en place en 2019 et qui a disparu. Mais en tout cas, les contrats de Cahors, c'est le nom de la ville où c'était signé. Absolument, c'est ça. Alors que par contre, en droit, la même année, on était directeur général adjoint des services, note des gestes nous demandait une note, on était dans une commune, et donc là, on passe tout de suite dans une autre méthodologie de la note, donc là, qui est plus une note administrative. Donc c'est vraiment important de pouvoir jongler et vraiment de découvrir, au moment où on découvre le sujet, de voir quelle méthodologie on doit appliquer. Et je voudrais également préciser, notamment aux préparationnaires qui passent aussi l'INSP, que là, le dossier est souvent 2 fois plus épais, et il y a 1 heure de moins à l'épreuve. Donc vraiment, le fait de rentrer très rapidement dans le dossier, d'être capable d'en saisir les éléments importants, c'est déjà quelque chose qui est évalué, une compétence qui est évaluée. Et c'est vraiment une différence avec l'INSP où on a quand même plus le temps. Très bien, à l'INET, peut-être on nous habitue déjà au fait d'avoir des dossiers plus importants après. Et donc sur ces 2 épreuves, notes sur dossier, droit, économie, est-ce qu'il faut des connaissances à côté ? Est-ce qu'on peut rajouter des éléments ? Où on s'en fie au dossier, et le dossier qui d'ailleurs, comme tu l'as dit, est assez long, avec 1 heure en moins, ça suffit largement de se baser sur le dossier. Je pense qu'il faut des connaissances extérieures, il faut les mettre, et je me souviens qu'en 2021, sur l'épreuve de droit et l'épreuve d'économie, le dossier n'était pas du tout complet, et il n'y avait aucun élément pour le grand 2, donc plus la partie prospective, et donc si on faisait purement une note de synthèse, on en restait au grand 1 étalé sur 4 parties, donc c'était vraiment une note qui n'était pas correcte. Une note fade, une note qui ne sert à rien d'une certaine manière, puisque
on se place en tant qu'aide à la décision et donc un grand de vide ne sert à rien. On va pouvoir basculer maintenant qu'on a vu les 5 épreuves écrites sur la partie 3, sur les épreuves orales. Partie 3 sur les épreuves orales, 5 grandes épreuves orales, le droit des collectivités territoriales, une épreuve à choix, questions européennes ou questions sociales, le grand oral, une épreuve d'interaction professionnelle, et la langue, qui peut être l'anglais ou aussi une autre langue vivante. Alors on peut peut-être évacuer rapidement les matières très techniques, droit des collectivités et l'épreuve questions européennes ou questions sociales. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter là-dessus ? Comment ça se présente ? Donc, les 2 épreuves ont un peu le même format, c'est-à-dire qu'on tire au sort un sujet, et après on va dans une salle où on a 30 minutes de préparation avec des documents. Donc pour l'épreuve de droit, on a le Code général des collectivités territoriales, et en droit de l'Union européenne, on a les traités. Et donc on prépare ce sujet avec les documents, et donc là on est à nouveau sur la même thématique que ce que je vous disais tout à l'heure sur l'épreuve écrite, c'est qu'en fait on a 30 minutes avec les normes CGCT, et en fait il faut vraiment savoir aller chercher l'information très rapidement. Donc après on passe devant le jury de 2 personnes, et là on a 10 minutes de présentation de notre exposé, suivi de 20 minutes de questions. Alors petite précision, pour les externes, il n'y a pas le code en DGCT, donc en droit des collectivités territoriales, donc il n'y a pas de document. Est-ce qu'on s'attend à des références du CGCT ? Est-ce qu'il faut donc connaître des articles par cœur ? Comment ça se passe un petit peu ? Le degré de technicité, jusqu'où on va ? Après, bon, c'est toujours le profil des épreuves orales où on va poser des questions, on va creuser jusqu'à ce que le candidat ne sache plus répondre. Et c'est pas forcément mauvais signe de ne pas savoir répondre quand on est à la 7e question niche qui tombe sur un domaine. Comment on doit préparer, je sais pas, la politique de la ville, jusqu'où on doit aller ? Alors déjà, moi, ce que j'en ai compris, c'est quand même un petit peu variable d'un jury à l'autre. On a des jurys qui sont plus techniques, des jurys qui, au contraire, cherchent plus une appréciation personnelle. En l'occurrence, en externe, dans mon année en 2022, on était tombé sur un jury très technique. Donc oui, il faut connaître des articles du code, oui, il faut connaître des articles de loi, il faut avoir un niveau de technicité, et on vous attend particulièrement sur des questions d'organisation syndicale, tout ce qui est de l'ordre de la vie courante de la collectivité, qui est vraiment considéré comme la base des bases. En question européenne, ce qui est important, c'est que souvent, je ne sais pas si c'est tous les ans, mais en tout cas sur les 2 dernières années, il me semble que ça a été le cas, il y a au moins un des membres du jury qui est un spécialiste de fonds structurels, ce qui fait qu'il y a des questions parfois très précises. J'ai quand même eu, pour faire un petit peu peur, mais on s'en sort, vous inquiétez pas. Pouvez-vous me citer une initiative sur la biodiversité financée par l'Europe en Nouvelle-Aquitaine ? Donc, des questions qui parfois peuvent être très très précises, ce qui fait qu'il faut quand même avoir un bon panel technique derrière soi, des exemples bien sentis, et vraiment n'hésitez pas aussi à regarder les profils si vous avez l'opportunité des personnes qui vont vous corriger. On avait un spécialiste de la pêche qui a fait qu'on a eu beaucoup de questions sur la pêche qui n'était pas forcément la chose la plus attendue, en tout cas à l'INET. Et donc comment ça se fait qu'on ne connaît pas la Nouvelle-Aquitaine ? Alors, j'ai pu répondre à cette question. Ah oui, d'accord, ok. T'avais quand même l'exemple, super, d'accord. Par pure chance, mais j'ai pas eu une note très glorieuse non plus. Ok. Avant de basculer sur l'épreuve du grand oral et de la mise en situation, est-ce qu'on peut juste redonner aussi la chronologie des épreuves, comment ça se présente ? Est-ce qu'on commence toujours par une épreuve en particulier, les épreuves techniques ? Est-ce que c'est variable ? C'est un calendrier totalement variable. Vraiment, toutes les combinaisons sont possibles, à la fois dans l'ordre et dans le regroupement des épreuves. Il est quand même très commun d'avoir plusieurs épreuves le même jour. Eve et moi, on a tous les deux eu 3 épreuves orales la même journée. Mais par contre, par exemple, moi, j'avais quasiment une semaine d'écart entre ma première journée d'épreuve et les autres journées d'épreuve. Oui, alors que moi, j'ai tout eu en 2 jours. Ok. Mais on s'en sort, on peut quand même être admise. On peut être admise. Très bien, c'est rassurant. Alors sur cette épreuve, maintenant, je dis cette épreuve parce que c'est grand oral et l'épreuve d'interaction qui se déroulent en même temps. Un peu particulier quand même ce format, très original. Est-ce que vous pouvez un peu l'expliquer aussi, donc, bien sûr de votre point de vue de candidat et de votre compréhension de cette épreuve ? Alors déjà, pour expliquer comment elle se déroule d'un point de vue très technique,
Vous êtes regroupé avec l'ensemble des personnes qui vont participer à l'épreuve d'interaction professionnelle, donc généralement 4 candidats. Parfois c'est 3, mais généralement c'est 4. Et en fait, la demi-journée, donc soit le matin, soit l'après-midi, va commencer par cette épreuve, qui est donc une épreuve de mise en situation professionnelle où vous avez un sujet et des rôles. Et ensuite, vous devez faire un déroulé de réunion. Tu as un exemple de sujet ? Nous, par exemple, le sujet sur lequel je suis tombée, c'était au sein d'une collectivité, vos agents d'accueil sont confrontés à un nombre croissant de violences faites par des usagers à l'encontre des agents. Que faites-vous ? Donc, on avait autour de la table, moi j'étais directrice des ressources humaines, il y avait un directeur chargé des relations publiques, le directeur de la police municipale et une déléguée en RH sur un sujet dont je ne sais plus exactement l'intitulé. Donc, cette mise en situation dure 30 minutes. Et en fait, ensuite, vous êtes appelé par ordre. Donc, une première personne va directement enchaîner sur son grand oral, tandis qu'une autre personne, ça a été mon cas, va passer en fin de demi-journée. Donc, généralement, on peut attendre 2, 3, voire 4 heures. Mais comment on traite ce sujet que tu as eu ? Et peut-être que Jean-Thomas, tu pourras nous donner après le tien, mais toi, tu étais en qualité de RH, donc je suppose que tu dois te cantonner à ton rôle, tout en... Peut-être si jamais tu es avec des camarades qui vont dans le mauvais sens, tu dois leur rappeler que c'est peut-être illégal ce que la personne propose ou que c'est vraiment pas approprié. Comment on se positionne, comment on se prépare à cette épreuve ? Alors en effet, c'est une épreuve qui est bien particulière, dont l'objectif premier est d'évaluer comment on interagit en groupe et comment on se comporte dans un milieu professionnel, avec notamment des valeurs d'écoute, de laisser la parole à tout le monde, et aussi d'être facilitateur au sein d'une réunion. Et il est aussi important de réussir à trouver une solution commune et de se mettre d'accord sur un plan d'action. En l'occurrence, sur mon sujet, c'était un plan d'action pour aider les agents. Après, sur le fond, le jury n'est pas censé juger la pertinence du fond, même si, bien évidemment, si des choses qui ne sont pas du tout appropriées ou qui sont manifestement illégales, ça vous sera tenu rigueur. Après, en effet, comme tu le soulignais, souvent il y a un rôle un peu clé, dans le sens où dans la majorité des mises en situation, il y a une personne qui est la personne implicitement désignée pour prendre le leadership de la réunion. Là, en l'occurrence, on est sur une réunion RH. C'est normal que le directeur ou la directrice, donc en l'occurrence moi, prenne le sujet en main, distribue la parole, débute la réunion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de temps de préparation. Littéralement, on arrive, on découvre le sujet, on découvre nos rôles et il faut commencer la réunion. Donc c'est ça qui est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas du tout le temps de rassembler nos idées. Donc il faut réfléchir en même temps de parler. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut s'entraîner. Je suppose que tu dois y avoir un bon blanc de 1 minute au moins avant que la première parole soit prise. Et il ne faut pas qu'il y ait de blanc, justement. Ouais. Donc il faut commencer quasiment au bout de 10-15 secondes, on se regarde un peu et on commence d'un coup. En fait, généralement, la personne qui, justement, est la personne un peu clé dont je parlais, doit justement prendre un petit peu le temps de rappeler le sujet, de présenter les personnes autour de la table pour laisser les camarades avoir le temps de réfléchir. C'est important de souligner, c'est une épreuve coopérative. Généralement, vous allez savoir avec qui vous allez passer, prenez contact avec ces personnes, entraînez-vous ensemble. C'est quasiment sur tous les groupes, en tout cas en externe, tout le monde a été admis ensemble. Moi, tout mon groupe a été admis. Donc c'est vraiment un comportement coopératif qu'il faut avoir. Il ne faut pas essayer de planter le collègue et en plus ça va se voir. Parce que ce qui est important dans cette épreuve, c'est pas tant le déroulé de la réunion, c'est les questions qu'on va vous poser pendant votre grand oral. Donc on va avoir théoriquement 15 minutes, mais parfois c'est pas 15 minutes, ça peut être un peu plus long, un peu plus court, qui vont vous demander, par exemple, vous avez été directrice des ressources humaines, est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris trop de place, ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez bien tenu votre rôle ? Et le jury étant malin, ils vont essayer de voir si vous enfoncez les petits camarades ou pas. Et l'objectif, c'est de montrer qu'on est en équipe. Et je crois que justement, dans le jury, il y a un psychologue, des personnes qui ont une expertise vraiment particulière dans ces relations sociales et qui vont peut-être identifier une personnalité derrière vous, derrière le candidat, et mettre en difficulté sur les points forts et les points faibles. Oui, tout à fait. Par exemple, j'avais une question qui, pour le coup, ne m'était pas trop en difficulté, mais c'était... Vous avez tout de suite voulu trouver des solutions pour tout le monde. Est-ce que vous êtes une personne généreuse ? Bon, c'est vrai que parfois, ce n'est pas forcément la question auquel on s'attend dans un grand oral. Et donc, tout à fait, le but, c'est aussi d'établir un peu un profil managérial derrière cette épreuve.
d'être ce matin, un dimanche, partager ton expérience. Oui, je pense que tu es une personne généreuse. Jean-Thomas, l'es-tu aussi? Est-ce que tu as peut-être une autre expérience, une autre mise en situation à nous raconter? Je partage complètement tout ce que Eve vient d'évoquer, notamment sur l'importance dans la détermination de la note du débriefing, qui est à mon avis quasiment plus important que le déroulé de la réunion. Alors, c'est vrai qu'il y a un moment un peu de flottement au début de la réunion. Donc, en fait, on rentre, on s'assoit devant une table de 4 devant le jury. Donc, on rappelle qu'ils sont 11. Donc, c'est une grande table en U. Et nous, on est donc au bout de ce U sur une table, on est face à face, 2 par 2. Et on s'assoit à la place qu'on veut et on soulève un chevalet qui occulte un autre chevalet. Sur ce chevalet, il y a marqué « Vous êtes DGA ». DGA, ressources, etc. Okay. Donc c'est vraiment au moment où on s'assoit, on voit quel rôle on a. Donc c'est du pur hasard en plus. Il n'y a pas Jean-Thomas, t'assois là. Complètement du hasard, absolument. Okay. Et donc soit, peut-être d'ailleurs le cas de Eve, c'est un peu le pire cas de figure, c'est oui, on est entre directeurs, et donc c'est un peu, il faut lire le sujet, se sentir, c'est plutôt un sujet RH, donc c'est le directeur qui parle. Moi, j'ai eu un sujet sur les collèges, notamment sur donc tout ce qui était rénovation énergétique des collèges, donc une logique purement bâtimentaire et éducation. Et il y avait la DGA éducation, à la fois responsable en tant que directrice générale adjointe des questions éducatives et des questions bâtimentaires. Donc c'était tracé, exactement quoi. Elle qui, on savait que c'était elle qui allait animer la réunion. Elle a d'ailleurs très bien fait. Je partage aussi ce qu'a dit Eve sur le fait que moi, dans mon groupe, on a tous été admis ensemble et j'ai vraiment l'impression que c'est très souvent le cas. Donc vraiment, je réinsiste, c'est une épreuve collaborative. Si vous plantez quelqu'un, à mon avis, pendant la réunion, ce sera vraiment porté à votre... ça va vraiment minorer votre note. Alors, comment on fait, justement, si ça dégénère, si ça se passe mal? Est-ce que, quand on a le débriefing avec le jury, parce qu'on n'a pas encore parlé du grand oral qui suit, mais donc dans cette partie qui dure 3 quarts d'heure aussi, le grand oral, où là, c'est la troisième partie de ce grand oral, le dernier quart d'heure, c'est le débriefing de la mise en situation. Est-ce que si on a été témoin d'une situation un petit peu d'incivilité ou d'impolitesse administrative, est-ce qu'on doit enfoncer du coup le candidat qui a enfoncé sa collègue? Comment on fait? Parce que quand ça se passe dans le meilleur des mondes et où le groupe est admis, c'est parfait, mais peut-être que ce n'est pas le cas tout le temps. Moi, je pense que travailler en collaboration, ça ne veut pas dire être naïf. Et si on voit vraiment quelque chose qui n'a pas été correct, et j'ai aussi le cas il y a 2 ans de quelqu'un qui a été admis, et dans son groupe, ils en sont quasi venus aux mains pendant la réunion, et elle a quand même été admise, donc en disant, en fait, il y a eu un souci, il y a eu un vrai énervement lors de cette épreuve. J'ai été témoin de ça, je peux en parler. Le débriefing, c'est une manière d'analyser la réunion. Donc pas vraiment appuyer, enfoncer une personne, mais analyser ce qui s'est passé, qui a dit quoi, qui aurait pu aller plus loin, dire plus de choses. Par exemple, moi, le sujet que j'ai eu sur la politique bâtimentaire donc de rénovation énergétique des collèges, j'étais directeur des finances. Donc, je n'étais pas rattaché à la DGA qui préside la réunion. Et par définition, peut-être j'avais un tropisme Bercy, mais pour moi, la direction des finances, c'était un peu ceux qui allaient dire non. À toute mesure nouvelle. Exactement. Et donc, en fait, mon rôle dans la réunion, ça a été assez de dire, d'accord, ok, on pourra faire ça, mais il faut que ce soit sous plafond. Et j'exagère un peu, mais tu vois le sens. Et lors du débriefing, ils m'ont dit vous étiez un peu sur le retrait, pourquoi? Et donc j'ai expliqué que je pensais que le fait d'avoir mis un directeur des finances qui n'était pas dans la DGA, alors que les 2 autres directeurs étaient sous l'autorité de la DGA qui a présidé la réunion, ils attendaient un peu ce regard extérieur. J'ai précisé ça, ils ont dit d'accord, et j'ai eu une bonne note à cette épreuve. Donc je pense qu'ils attendaient juste cette lucidité, cette analyse de la réunion. J'ajouterais par ailleurs qu'en réalité, la situation que tu décris, c'est pas une situation si difficile que ça. S'il y a vraiment un manque flagrant, le jury voit, si quelqu'un se lève pour en venir aux mains, a priori tout le monde sera d'accord pour dire que c'était peut-être pas nécessaire. La question qui est un peu plus difficile, c'est quand quelqu'un est un peu plus en retrait, a du mal à s'exprimer ou dit des choses qui sont de manière assez évidente fausses. Et là, même en essayant de recadrer, il ne faut pas avoir cette impression de lien hiérarchique. Alors, je suis un peu surprise, je ne savais pas qu'en interne, il y avait souvent des liens hiérarchiques. Généralement, dans les concours externes, il n'y a pas de lien hiérarchique entre les membres. Moi, c'était un cas un peu unique, en tout cas des personnes avec qui j'ai pu en rediscuter. Donc, justement, il y a un peu cette difficulté-là où il faut que tout le monde ait sa place. Il faut laisser la place, mais en même temps, c'est vrai que quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Là, la situation est un peu plus complexe. J'aurais tendance à dire qu'en cas de doute, moi, c'était mon cas où on m'a posé une question. Sincèrement, j'avais du mal à comprendre parce que personne n'était particulièrement en retrait dans la mise en situation, mais est-ce que telle personne a assez parlé? En l'occurrence, c'était quelqu'un qui était censé être sous ma hiérarchie. Du coup, j'ai dit, alors en effet, on avait 2 rôles qui étaient très proches. Ce
qui fait que peut-être nos idées se sont parfois un petit peu intersectionnées, et ce qui a mécaniquement diminué notre temps de parole respectif. Mais en effet, en tant que directrice, j'aurais sûrement dû laisser plus de temps de parole à cette personne. En cas de doute, il faut mieux se remettre en cause soi que remettre en cause les autres. Je rajouterais qu'il y a aussi une question qu'ils posent souvent, du moins en interne. Plusieurs camarades de ma promo m'ont dit qu'ils avaient eu cette question. C'était: qui ne voulez-vous pas recruter si vous deviez choisir seulement 2 personnes parmi les gens qui étaient avec vous? Donc en gros, qui vous virez du groupe? Et donc c'est une question compliquée parce que notamment dans mon ECI, ça s'est très bien passé. On arrivait à la fin à une position commune, on était d'accord. Voilà. Mais il faut choisir, il faut répondre. Et puis évidemment, il ne faut pas dire non, je prends tout le monde. Voilà, il faut vraiment choisir. Donc je leur ai dit ma réunion, la réunion, je trouve qu'elle s'est très bien passée. Peut-être que moi, en fonction de mon style managérial, je préfère X ou Y. Donc c'est vraiment cette personne. Mais au fond, c'est quand même une question délicate parce qu'on a abouti à quelque chose, la réunion s'est bien passée. Voilà, c'est juste, je vous réponds avec mon individualité. On ne saura pas qui est cette personne qui d'ailleurs est admise et donc qui partage avec toi la formation. Je lui en ai parlé quand même. D'accord, ok, c'est bon. Ouf. Et donc le grand oral, on enchaîne l'épreuve du grand oral juste après cette interaction collective. Ça va être très compliqué pour celui qui commence la demi-journée. Un peu moins, mais c'est quand même fatigant et stressant pour celui qui attend les 2h30, 3h pour enfin passer en bout de chaîne. Comment ça se présente ce grand oral? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La particularité du grand oral à l'INET, c'est que donc, on rentre cette fois-ci seul dans cette grande salle face aux 11 membres du jury. Ce qui est assez particulier à l'INET et ce qui est différent d'autres écoles, c'est qu'il y a relativement peu d'administrateurs et administratrices territoriaux donc, qui ont fait l'INET dans le jury. Il y a déjà un tiers d'élus, ensuite un tiers de personnalités qualifiées, dont un psychologue. En 2022, il y avait en tout cas en interne, c'était par exemple des professeurs d'université qui étaient dans le jury. Et après, un tiers de fonctionnaires territoriaux, dont une partie n'ont pas fait l'INET. Par exemple, en 2022, il y avait un colonel des sapeurs-pompiers. Donc ça, c'est vraiment un autre attendu. On te juge vraiment en tant que futur haut fonctionnaire, membre d'une équipe, mais pas en tant que purement administrateur. Ce grand oral commence par une présentation de 10 minutes. Donc c'est assez long, mais au final, je pense que ce qui est important, c'est de trouver un fil rouge, de raconter une histoire pour toute ta carrière qui permet au jury de comprendre qui tu es. Parce que le jury, en tout cas c'était mon cas, pose des questions vraiment percutantes, vraiment précises, vraiment adaptées à mon profil. Je pense que tu aurais passé l'oral juste après moi, tu aurais des questions mais vraiment totalement différentes. Donc ils ont réussi, je trouve, à cerner qui j'étais, quelles questions ils pouvaient me poser pour vraiment me comprendre. Est-ce que tu as un exemple sur les questions percutantes Oui, par exemple la première question, donc, juste après ma présentation, donc, on l'a dit dans l'épisode 7, petite pub pour ta saison 1, mais que j'ai d'abord été fonctionnaire de catégorie C, puis B, puis A, et donc je prétendais à la haute fonction publique. Et la première question de la présidente du jury, qui a pris la parole juste après ma présentation, c'était « Monsieur, que pensez-vous de la phrase « L'ascenseur social ne marche pas, j'ai pris l'escalier ». Donc c'était vraiment une phrase très adaptée à moi, un peu aussi pour peut-être me mettre en défaut, voir si j'étais à l'aise avec mon profil, mon parcours. Et après, ils n'en ont plus reparlé, mais tu vois, vraiment, la première question, c'était sur ça. Donc, c'est-à-dire qu'elle m'avait cerné pour voir qui j'étais. Il y a 3 temps dans l'oral. Premièrement, des questions plus où on doit formuler un avis. Que pensez-vous de la légalisation du cannabis? Pensez-vous qu'il faille interdire la corrida? Ça peut aussi être juste en un mot. Ils te disent, vous me répondez oui ou non. Ensuite, des questions sur ton parcours, tes motivations professionnelles, ta posture, ce que tu voudrais faire à l'issue de la scolarité. Et enfin, des mises en situation professionnelle. C'est pas vraiment le même format pour ceux qui nous écoutent, qui passent l'INSP. C'est pas une seule mise en situation professionnelle qui est détaillée en 10 minutes. Là, par exemple, pour ma part, c'était plusieurs mises en situation qui étaient entrecoupées de questions, d'avis. Et donc, il n'y avait pas ce côté, une seule situation qui empire, et on voit jusqu'où tu peux aller. Et enfin, à un moment, ils te disent nous finissons le grand oral, nous allons passer dans la phase de débriefing. Sauf qu'en tout cas, pour ma part, je trouvais que les questions étaient quand même relativement similaires avant et après. Juste, on m'a donc posé la question sur vous étiez un peu en retrait, pourquoi, etc. Mais après, ils ont reparlé de ma posture professionnelle, ils ont reparlé de mes motivations. Peut-être juste un petit point d'attention, il y a une différence à mon avis entre le concours interne et entre les préparationnaires du concours interne et les préparationnaires du concours externe, c'est que les postes sur lesquels on peut se positionner sont peut-être un peu différents, dans le sens où on peut accepter d'un externe qui se positionne sur un poste de chargé de mission auprès d'un directeur général des services,
Mais par contre, un interne, on ne comprendra pas, du moins à l'oral, ce choix. On voudra qu'il soit sur un poste de management. Mais un externe peut aussi tout à fait dire qu'il veut être directeur, directrice et se placer sur un poste de management. Mais voilà, il y a quand même un peu ce continuum de postes où l'externe peut commencer à charger de mission, alors qu'un interne, lui, devra aller directement, à mon avis, sur un poste de direction. Mais 10 minutes de présentation, est-ce que c'est pas un petit peu long ? Ça peut l'être. C'est vrai qu'au début de l'exercice, je me suis dit qu'il fallait quand même vraiment quasiment délayer. Et en fait, quand j'ai compris qu'il fallait surtout, à mon avis, trouver un fil rouge, vraiment raconter une histoire, finalement, 10 minutes, quand tu as eu 10 ans d'expérience professionnelle, ça s'occupe bien. Parce qu'il ne faut pas faire seulement l'énumération de tes postes, mais vraiment expliquer pourquoi la territoriale, faire le lien avec tes précédents postes, même si tu étais déjà attaché territorial, par exemple, vers l'administrateur, ou si tu étais à l'État, vers la territoriale. Donc finalement, le temps de créer ces liens, cette passerelle de ta précédente vie professionnelle à celle d'administrateur ou administratrice territoriale, je trouve que ça occupe correctement les 10 minutes. Et comment on occupe ces 10 minutes, Ève, du coup ? Parce que je pense qu'en externe, ça doit être un petit peu plus compliqué. Alors, ça peut paraître plus compliqué, mais je rejoins totalement Jean-Thomas, comme l'objectif, c'est pas de faire ma vie, mon œuvre, mais plutôt pourquoi je suis là. Pour moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on a des motivations claires, qu'on arrive à illustrer avec des exemples qui ne sont pas forcément que les stages, il y a aussi, notre parcours sont souvent très riches, avec des activités personnelles, même au contraire, j'ai fait passer pas mal d'euros blancs là, ces dernières semaines de septembre, et le fait d'avoir des personnes qui viennent avec des expériences personnelles, même parfois des activités, ça permet vraiment d'enrichir ces 10 minutes et de mieux apprendre à se connaître. Par ailleurs, c'est important de bien se projeter dans le cadre d'emploi. On ne vient pas pour entrer à l'INET, on vient pour devenir administrateur, administratrice. Et souvent, cet exercice de projection déjà prend pas mal de minutes. Et par ailleurs, parler lentement et bien articulé, surtout pas que quand on fait un podcast, mais aussi quand on a la chance d'être devant ce grand jury, se faire plaisir aussi et être sincère dans sa démarche. 10 minutes, c'est ce qu'il faut. Et ton fil rouge, c'était la transition écologique ? Ça en fait partie. Après, mon fil rouge était essentiellement tourné autour des valeurs et tourné autour d'un engagement plus personnel. C'est-à-dire pas seulement, j'ai envie de me mettre au service de l'intérêt général, comme on peut un peu trop l'entendre durant nos euros blancs. L'intérêt général local, peut-être. Oui, ça c'est déjà un peu mieux. Mais c'est vraiment de comprendre pourquoi, à titre personnel, on souhaite s'engager dans cette voie. Moi, en l'occurrence, bien évidemment, il y avait la transition, l'opérationnalité, mais il y avait aussi les valeurs, et je pense que c'est important en termes de posture lors du grand oral. Alors, c'est pas qu'une posture, mais c'est important que ça transparaisse. Le fait d'avoir une humilité, d'avoir une culture professionnelle de l'innovation, d'avoir une forte dimension managériale. Et une forte dimension managériale, c'est avant tout de l'humain. Et c'est important de le montrer, de le ressentir et d'en être convaincu. Et je pense que c'est la meilleure manière d'orienter sa présentation autour des valeurs qu'on souhaite infuser au sein de la fonction publique territoriale. Ok, après ces 10 minutes de présentation, donc là vraiment on voit beaucoup plus clair sur comment on peut construire ces 10 minutes. Les questions, comment ça se passe ? Est-ce que c'est un feu roulant de questions ? Quel type de questions on pose ? Est-ce que vous avez des exemples de questions ? Je pense que ton expression de feu roulant, c'est exactement ça. Il y a une dizaine de personnes qui veulent chacun et chacune poser leurs questions. C'est le ou la présidente du jury qui attribue la parole et ça passe vraiment du coq à l'âne entre chaque personne parce que la même personne ne pose jamais deux questions à la suite. Donc tu as une personne qui veut rebondir sur un élément de ta présentation, celui d'après qui veut rebondir sur un autre élément, le troisième qui va partir ailleurs. Et donc c'est vraiment, ça n'a ni queue ni tête, cet oral, donc c'est très très éprouvant. Les questions peuvent être très techniques. Par exemple, quel est le montant du RSA ? Quel est le lien entre l'objectif de zéro artificialisation nette et la loi SRU ? Jusqu'à, moi, j'avais une cravate verte et ils m'ont dit votre cravate verte, monsieur, c'est signe de jovialité ou de je sais plus quoi. C'était un défaut, une qualité que j'avais donné dans une précédente réponse. Et enfin voilà, c'est vraiment des questions qui n'ont ni queue ni tête les unes avec les autres. Et ça fait que quand on sort de ces 45 minutes, on est vraiment, vraiment rincé. Mais je trouve quand même que le jury est vraiment à l'écoute, a fait preuve d'une vraie capacité d'écoute, de compréhension de qui on est. C'était pas des questions génériques. Et il y avait une forme de respect de leur part à nous poser des questions qui étaient vraiment pertinentes en fonction de notre profil. Et toi, Ève, t'as eu des questions aussi un petit peu bizarres ?
Alors oui, généralement, il y a toujours au moins une question un peu improbable. Donc je rejoins tout à fait Jean-Thomas, on a des questions très sérieuses, des questions qui sont aussi mises directement en lien avec nos expériences. Donc moi, j'étais à la Martinique, j'ai eu une question sur un événement historique de la Martinique. Et aussi des questions parfois un peu plus inattendues, comme Tintin ou One Piece. C'est toujours assez... on peut en rire, mais c'est très déconcertant sur le coup. Il faut s'y préparer. Très bien, et donc ça sera sans doute le mot de la fin, il faut s'y préparer, c'est le but de ce podcast. Je vous remercie à nouveau d'être venu ce dimanche matin, d'avoir fait Strasbourg-Paris pour donner votre temps et bien sûr votre parole. Merci à toi de nous avoir invités, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup, c'était un bon dimanche matin. Très bien, ouf, on est sauvés. Et j'espère que cet épisode vous a donné envie de passer le concours de l'INETS pour devenir administrateur territorial. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker et à activer la cloche pour rester au courant des nouveaux épisodes. Aussi, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les réseaux sociaux et me soutenir pour continuer à produire des épisodes en donnant sur la page Tipeee d'Ambition Publique. Toutes les informations sont dans la description. Enfin, surtout, n'oubliez pas, votre ambition pour la fonction publique ne fait que s'enrichir, donc continuez à vous renseigner, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.